On débute nos rencontres du jour. On est actuellement en compagnie du conseiller du district 18. Il s'agit bien sûr de M. Luc Boivin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, on va débuter avec la pêche blanche Oui. parce qu'en fin de semaine, on avait le Carnaval des glaces. Nouvelle édition qui, comme on le mentionnait, s'est très bien déroulée. Oui. La pêche blanche, on sait que cette année, on avait eu droit à une prolongation de la période de pêche, une semaine de plus. Normalement, on finit à la semaine de relâche. Est-ce que ça se maintient comme ça? Écoute, j'ai pas eu les confirmations encore, mais normalement, ça va se maintenir comme ça Oui, cette année. donc la fin de la saison de la pêche blanche arrive à grands pas. Comment ça s'est déroulé, là? Parce que ça a été une année particulière. On a suggéré, on a intégré la pesée des cabanes qui a fait beaucoup réagir les gens. Mais là, si on faisait un retour de tout ça, là, Ben, un retour de tout ça, la pesée des cabanes, on veut permettre l'embarquement des plus petites cabanes en bas de 12 pouces de glace. On le sait, avec le réchauffement climatique, les données historiques qu'on a, de plus en plus, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la date d'embarquement des cabanes retarde à chaque année. On parle d'une demi-journée en moyenne par année de perte de nombre de jours. Fait que ce qu'on regarde, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait embarquer des cabanes plus légères avec des motoneiges et des VTT, puis embarquer peut-être à 10 pouces effectifs de glace pour permettre aux gens de bénéficier de la période de l'ouverture de la pêche aux poissons de fond. Fait que pour faire ça, il fallait avoir un échantillonnage, peser les cabanes pour voir à peu près c'est quoi le poids des cabanes qui embarquent sur la baie. On avait une idée, mais là, on a vraiment un échantillonnage plus précis. Puis aussi, ça va permettre à François Labarre, notre ingénieur, de regarder par rapport aux mesures. Parce que, vous vous rappelez, on place des cabanes au large avec une distance entre les cabanes. L'objectif de ça, c'est de répartir le poids. Il va valider si la répartition du poids avec le poids des cabanes qui étaient enregistrées, si ces calculs étaient bien faits. Là. Donc, c'est ça, pour pouvoir permettre, en bout de ligne, d'embarquer progressivement. C'est une activité économique hyper importante. On parle de plus de 9 millions de dollars de retombées économiques. C'est le plus gros village de pêche blanche au monde. Ça, il faut en être fier. Donc, il faut vraiment préserver tout ça. Oui, puis, tout à fait. les actions qu'on prend, oui, c'est un petit peu tannant. Les gens disent, pourquoi vous faites ça? Bien, on le fait vraiment pour préserver l'activité. Peut-être pas l'année prochaine puis l'autre année d'après, mais il faut se projeter dans un horizon 10-15 ans. Dans 10-15 ans, si on a un couvert de glace qui n'épaisse pas au-delà du 10 pouces de glace, comment est-ce qu'on va gérer l'activité? Donc, ça prenait des informations. Il fallait faire des statistiques pour se faire une idée de tout ça. Pour le reste, bien, les normes de sécurité, on les a mis en place. On a resserré les normes en cours de route. Le couvert de glace cette année, avec le doutant, tout ça, n'est pas super. Donc, on fait très attention. Puis on a l'impression que c'est dans une progression d'année en année, le couvert de glace qui est de moins important à chaque année. Est-ce que c'est une crainte qu'on a qu'éventuellement, va peut-être falloir réduire sur le format des cabanes? Puis écoute, il y a comme un cycle El Niño, là, la température de l'eau dans l'océan, je pense que la température est plus chaude. Puis on le voit, la qualité de la glace. La glace épaisse par en dessous, puis on voit la glace est plus molle. Cette année, le couvert de glace, c'est pas une glace qui est vraiment dure. Fait qu'on est très, très, très prudent pour justement s'assurer pas seulement à l'embarquement, mais au débarquement des cabanes qu'on n'ait pas de problème. Donc, on demande aux gens de circuler à des vitesses qui sont basses dans le but d'éviter de faire des vagues pour ne pas créer de fissures. On demande aux gens aussi de rester sur les endroits qui sont balisés, donc sur les routes qui ont été déneigées, de ne pas sortir. Donc, on est très sévère, mais on le fait pour la sécurité des gens, puis surtout la sécurité de l'activité dans son ensemble. Puis on parle d'embarquer les cabanes plus modestes un peu plus tôt, donc possiblement à partir de 10 pouces. C'est un vœu politique qu'on a donné, puis les fonctionnaires présentement travaillent là-dessus. Parce que, comme je le répète, on le voit que les tentes apparaissent très tôt dans la saison. Aussitôt que la pêche aux poissons de fond est ouverte, les gens y vont. Ah, les amateurs, ils y attendent pas. À leur risque et péril, mais il faut regarder est-ce qu'on pourrait avoir un entre-deux là, entre les tentes puis les cabanes, là, qui pour certaines sont très lourdes. Là. Puis la pesée, justement, j'imagine, a permis de se faire une bonne idée des cabanes les plus lourdes qui vont... Il y en a des très lourdes. On en a pesé à 14 000 livres. Là. OK. Est-ce qu'on a une réglementation à surveiller à ce niveau-là? Il y a une réglementation au niveau de la superficie des cabanes. Mais les superficies, ça dépend. Il y en a qui ont des cabanes qui sont construites avec des matériaux très lourds. Il y en a qui ont des poêles mélangés dans leurs cabanes. On veut vraiment que les gens prennent conscience de l'importance du poids. Du poids puis de la répartition de la charge. Quand on demande aux gens de se stationner pas trop proche de la cabane, un véhicule par cabane, de se stationner au centre de la rue. Le but, c'est vraiment de répartir la charge sur la plus grande superficie possible au niveau du couvert de glace. Donc, une pesée qui a été, somme toute, assez efficace. Puis finalement, remercie notre mandataire. Vous savez, notre mandataire, Contact Nature, ils n'ont pas ça facile. C'est eux qui ramassent souvent les plaintes des gens qui embarquent sur la glace.
Je vous demande d'être poli avec ces gens-là. Souvent, c'est des bénévoles qui vont opérer ça, mais ils font un excellent travail, je vous dirais. Marc-Henri Galbran, le directeur général, a fait un bon travail pour aussi faire de l'animation. On le voit en fin de semaine passée. Ça a été un succès. Donc, il faut protéger nos organisations aussi qui organisent là, sur les glaces ces activités-là. Tout à fait. Il y a de plus en plus de familles, donc c'est logique que plus de surveillance, plus d'encadrement aussi au niveau des activités de l'animation. Pour la pêche blanche, on reviendra là, quand la saison sera finie pour faire un retour. Il y a d'autres dossiers que je voulais qu'on surveille de près. Le centre Jean-Claude Tremblay, on sait que les travaux qui s'en viennent, on en avait parlé avant les fêtes, la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Où est-ce qu'on en est là, au moment où on se rencontre? On devait faire les travaux l'an passé. Puis au niveau des appels d'offres, tout ça, ça aurait retardé. Donc, au niveau du budget aussi, on était serré au niveau du budget qu'on avait l'an passé. Fait qu'on a pris la décision de retarder les travaux cette année pour s'assurer que dès que la saison va finir, on va commencer tout de suite les travaux pour que l'aréna puisse repartir le plus tôt possible à l'automne. Cette année, si on avait fait les travaux l'été passé, on aurait probablement ouvert l'aréna dans la période de Noël. Oui, on aurait sacrifié. On le sait, les deux arénas sont essentiels pour le nombre d'équipes de hockey, le patinage de vitesse, le patinage artistique. Puis ça va nous permettre peut-être aussi de bonifier un petit peu les travaux qui avaient été prévus l'an passé. Oui. On sait qu'il y avait d'anciens projets qui avaient été proposés par le passé, entre autres un ascenseur pour monter au multisport, des trucs comme ça. Est-ce qu'on a des belles nouveautés là, à surveiller? Non, écoute, les ascenseurs, c'est des travaux qui ont de l'ordre de plusieurs millions. Mettre des cages d'ascenseurs dans l'aréna, c'est pas prévu dans le cadre de ce projet-là. On regarde peut-être pour les aires de restauration, si on pouvait améliorer ça. On a parlé de la glace olympique, ça ne sera pas le cas parce que bon, c'est beaucoup plus cher que prévu. Mais de faire un entretien, d'en profiter pour réaménager l'aréna, je garde les surprises, là, mais on va essayer même si l'aréna Jean-Claude Tremblay était super bien entretenu malgré l'âge, on va quand même faire un petit peu de restauration. Nos bons vieux bancs bleus, est-ce que ça... Écoute, je pense qu'ils sont là depuis que je suis tout petit. Ils sont propres, ils sont bien entretenus. Oui, ils sont très bien entretenus, par exemple. Donc, centre Jean-Claude Tremblay, on va surveiller ça de très près. On va revenir, il y a 2 semaines, tu as déposé un mémoire, en fait, concernant le projet de loi 122, qui n'a pas été tout à fait bien reçu. Est-ce que tu veux qu'on fasse un retour écoute, sur tout ça? On ne s'attendait pas à ce qu'il soit bien reçu. Tout de même, on allait là en connaissance de cause. Premièrement, on a ouvert un des éléments que nous, au Saguenay, on a amené, je pense que le gouvernement, il y a une volonté de transférer aux villes, dans le fond, là, une plus grande autonomie. Oui. Mais dans la façon que les textes ont été écrits, ça ne se traduit pas. Écoute, un exemple, on veut que toutes nos organisations, nos corporations pour lesquelles on a un contrat de gestion avec la ville, ça passe en appel d'offres. Par exemple, je vais donner la corporation qui gère le Mont-Bellu. On va aller en appel d'offres. Donc, un appel d'offres, comment? Est-ce que les gens qui sont là vont se faire compétitionner par un autre groupe? Ensuite de ça, il va falloir le voter au conseil de ville. Puis le conseil de ville, même s'il vote pour le maintien, par exemple, à la corporation du Mont-Bellu, il va falloir aller en ouverture de registre. Puis l'ouverture de registre, le nombre qu'il faut retenir, c'est 1977 citoyens. De la manière que le projet de loi est écrit, s'il y a 1977 citoyens qui vont signer les registres, à chaque fois, ça va nous amener en référendum. Puis pour Saguenay, un référendum, c'est 1,2 million. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que le gouvernement, nécessairement, ne fait pas confiance aux élus dans ce cas-là pour donner un paquet de contrats. Puis aussi, il ne fait pas confiance au processus qui est limpide au niveau des appels d'offres, d'aller en appel d'offres souvent avec le plus bas soumissionnaire conforme. Puis ça va créer des situations problématiques qui peuvent amener aussi des poursuites envers la municipalité parce que, bon, le plus bas soumissionnaire conforme, par exemple, pourrait se faire retirer son contrat parce que le conseil de ville va voter contre ou parce qu'il y a un groupe de citoyens qui va remplir le registre. Oui. Si on prenait l'exemple, par exemple, de Matrec qui a perdu son contrat récemment au niveau du centre de tri, bien, Matrec a perdu le contrat au profit d'une compagnie de Montréal. Le conseil de ville entérine le plus bas soumissionnaire conforme, mais pour une raison X, la compagnie Matrec mobilise ses employés, mobilise les syndicats, mobilise tout le monde pour dire on perd notre job au profit de Montréal. Vont signer le registre, 1977 citoyens signent ce registre-là. Bang, référendum 1,2 million pour un contrat qui, là, maintenant, se donne au plus bas soumissionnaire conforme. Fait que c'est problématique, je l'ai expliqué. Puis l'autre chose aussi que je trouvais un peu bizarre, c'est que les villes
on fait affaire par des corporations pour souvent bénéficier de l'argent de Développement économique Canada. Ouais. On vient de le faire avec le parc Rivière-du-Moulin, mais on passe par des corporations. Pourquoi? Parce que les villes, on n'a pas le droit de traiter directement avec le fédéral. Pour moi, c'est une aberration, c'est un non-sens parce qu'on se prive de l'argent d'Ottawa. Fait que ce que j'ai expliqué aux députés, c'est de dire, écoutez, là, pourquoi on ne sort pas la tête dans le sable? Là? Arrêtons de passer par nos corporations. Vous voulez que ce soit transparent, vous voulez que les équipements municipaux soient gérés achetés par la municipalité directement. Bien, permettez-nous, dans le cas du développement économique, d'avoir accès à l'argent DEC pour des bâtiments, que ce soit des quais, des chalets de loisirs. Puis à ce moment-là, ça va être transparent. Mais là, à ce moment-là, là, c'est sûr que le député du Bloc québécois, du Parti québécois dit « Je suis flabbergasté que quelqu'un ose demander d'aller chercher de l'argent du fédéral. » Écoutez, présentement, il y a une procédure qui est le formulaire M30. On peut le faire, mais le formulaire M30, c'est comme dans les 12 travaux d'Astérix. Il faut monter au 3e étage, le greffier, puis ça finit plus. C'est ce que j'ai exprimé principalement. Donc, est-ce que l'accueil était froid? Oui, parce que je n'ai pas été là pour défendre justement là, le gouvernement, ni j'ai été là pour défendre ma ville. C'est dans l'intérêt des régions. Hein. Puis je vous dis, si ce projet de loi passe intégralement comme c'est là, ça va être très problématique. On envoie les décisions de plus en plus vers Québec. Puis c'est inquiétant pour ce qu'on peut gérer chez nous. Parce qu'en termes de développement économique, on le voit, j'ai soumis aussi un rapport là, qui montrait très clairement que la ville, on s'est fait couper 13 millions de dollars avec le pacte fiscal de différentes manières. C'est très bien détaillé. Puis, je dis au gouvernement, écoutez, là, vous nous enlevez nos moyens financiers de se développer. En plus, vous voulez nous encadrer de A à Z sur les décisions qu'on pourrait prendre. Dans le fond, l'élu ne prendra plus de décision. 1977 citoyens vont décider de l'avenir de la ville. Puis on le voit avec les mouvements de contestation qui se passent présentement, les mobilisations qui se font sur Internet facilement. Bien, écoutez, on va vraiment paralyser la ville sur un paquet d'enjeux super importants. Puis moi, ce que je vois là, présentement, c'est qu'il faut se doter de moyens. C'est tout le contraire. Il faut se donner des moyens autonomes, il faut se donner des moyens financiers pour développer notre ville, pas le contraire. Puis ce qu'on voit présentement, c'est vraiment, on s'oriente vers le contraire. Moins d'argent, puis moins de moyens. C'est sûr que de dénoncer ça, pour moi, c'est important. Puis je pense que j'avais le conseil de ville aussi en arrière de moi. Oui. On va revenir, Luc, on va changer de sujet. On va revenir sur un article qui est apparu dans le Progrès dimanche, le 5 février dernier, concernant l'Église Saint-Édouard. Oui. Donc, il y avait mention de l'état de l'Église Saint-Édouard. On attend... en fait, on attend un rapport. Le rapport a été remis. Il y a quelques personnes qui ont pu jeter un œil dessus. Il va bientôt être rendu public. Un rapport qui, souligne que l'état de l'Église Saint-Édouard n'est pas très en point. C'est quoi l'avenir pour le bâtiment? Écoutez, ce bâtiment-là, c'est un très beau bâtiment. Oui. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 20, là, qui est un bâtiment qui est au centre de notre ville. Il faut dire la vérité aux gens. Il s'est dit à peu près n'importe quoi. Je sais qu'il y a des gens qui ont une volonté tout comme moi, une volonté de trouver une vocation, essayer de récupérer ce bâtiment-là. Mais pour faire ça, ça prend une photo de l'état du bâtiment. Oui. Puis c'est pas moi qui est architecte, c'est pas moi qui est ingénieur, c'est pas personne dans le comité non plus. On a mandaté à bons frais, on va dire, là, des professionnels pour dire, faites-nous l'état de la situation de l'Église. Parce qu'on savait qu'il y avait un peu de moisissure dans l'Église, on savait qu'il y avait beaucoup de fissures sur les murs, l'état de l'infrastructure au niveau civil, comment c'était. Fait que ce rapport-là a été complété. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un rapport qui est reluisant, mais on a demandé à nos professionnels de rencontrer les gens qui feront la demande d'informations pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. C'est pas moi qui va répondre pour dire que au niveau civil, la structure est trop faible pour supporter une modification de bâtiment ou dire qu'il y a des moisissures. Quel type de moisissure? Je ne suis pas un spécialiste, mais les spécialistes, on va leur demander de répondre aux questions, entre autres du comité, puis de ceux qui vont en faire la demande. Parce que c'est un bâtiment, c'est un héritage qui appartient à la population de la baie. Puis les gens sont en droit de savoir qu'est-ce qu'il y en a avec ce bâtiment-là. Et on devrait pouvoir se faire une idée de tout ça à quel moment? Quand est-ce qu'il va nous être présenté? On a demandé à la direction générale de voir le rapport final, parce qu'on a eu le rapport préliminaire, là, mais d'avoir un rapport final. Puis ce rapport final-là va faire l'objet d'un dépôt. Il n'y a pas de cachette à avoir. Là. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis je pense que ça va jeter la base aussi de ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Parce que c'est sûr qu'on va défendre
des projets pour ce site-là. Mais c'est quoi l'étendue des dégâts? Puis à partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour conserver la mémoire de Saint-Édouard à travers un nouveau bâtiment ou quelque chose du genre? Ça prend un début, là. Ouais. Et on va y aller en terminant. On sait, il y a l'élection municipale qui s'en vient à grands pas. Des annonces de candidats un peu partout pour les partis, des indépendants. On ne sait toujours pas ce qui va arriver dans le district numéro 18. Ouais. Il y a des sondages, il y a toutes sortes d'histoires, toutes sortes de oui-dire. Est-ce qu'on a une primeur ce matin, Luc? Il n'y aura pas de primeur ce matin, non. J'ai encore beaucoup de travail à terminer, puis je dirais je suis plus en mode travail présentement. Okay. Les élections, je dirais, les journalistes ou d'autres personnes s'intéressent plus aux élections que moi-même. C'est quand même dans peu de temps, mais c'est quand même dans beaucoup de temps. La période électorale, là, pour moi, je considère qu'elle commence à partir de l'été. Donc, il reste encore amplement de temps pour avoir des surprises. Il faut éviter de paralyser la ville parce que tout le monde est en élection. Souvent, le mandat passé, ce que je m'étais aperçu, c'est que, 6 mois avant les élections, tout le monde arrêtait de travailler parce que, tout le monde était en mode élection. Puis ça crée aussi certaines... il y a un malaise entre les fonctionnaires et les élus sur les annonces, etc. Fait que dans mon cas, moi, il y a des dossiers à terminer, des dossiers à finir, puis on est en mode travail. Là, que ce soit, par exemple, au niveau de la fusion du hockey mineur, notre comité qui travaille fort. Il y a beaucoup de travaux aussi qui sont en route présentement, là, dont l'aréna Jean-Claude Tremblay. Donc, on va se concentrer sur les projets d'abord, puis de toute façon... On va avoir le temps de s'en reparler. Oui, on aura certainement l'occasion. Luc, merci beaucoup. Merci, François. On se revoit très bientôt. Bonne journée.